Bonjour, voilà, on va entamer maintenant la deuxième partie de l'atelier des roches sans les roches. Donc, on va alors, toc toc, ça ne fonctionne pas. Voilà. La dernière fois, nous avons passé en revue les trois grands types de roches. Attendez, il y a un petit problème, j'ai un petit problème. Voilà. Les roches magmatiques, les roches sédimentaires et les roches métamorphiques. Thierry vous a présenté les roches magmatiques et aujourd'hui nous aborderons les roches sédimentaires et les roches métamorphiques. On ne va pas trop rentrer dans les détails. Dans les roches sédimentaires, évidemment, il y a les roches, les sédiments détritiques. On passera assez vite parce que ça, vous connaissez bien. Les sédiments carbonatés, les sédiments purement chimiques et les sédiments organiques. Les sédiments carbonatés, il y en a, en gros deux types, ceux qui correspondent à une précipitation purement chimique et tout ce qui correspond à la synthèse de carbonate par des organismes, soit sous forme de coquilles, etc., soit carrément en précipitation directe par intervention de la photosynthèse et des choses comme ça. Les sédiments chimiques, bon, c'est ce qui amènera les évaporites. Vous connaîtrez ça, on va passer ça en revue. Par contre, on ne va pas détailler les sédiments organiques. Donc, la matière organique, en gros, elle amène à deux types de roches. On peut appeler ça des roches, d'une certaine façon. Soit sont très riches en carbone, à ce moment-là, c'est les tourbes, les lignites, le charbon, soit l'autre voie, plus riche en carbone et hydrogène, ce sont les hydrocarbures. Et on verra, alors je pense que Thierry n'en parlera pas, mais lorsqu'on passe au métamorphisme de ce genre de roches, on va dire au sens large, le pétrole donnera du gaz et le charbon, les anthracites et le graphite. Donc, aujourd'hui, on va parler des roches sédimentaires et les roches métamorphiques, en fait, sont une modification due à la température et à l'augmentation de température et de pression de tous les types de roches qu'il y a au-dessus. Donc, les roches volcaniques, Thierry vous parlera de tout ça, qui amènent aux schistes et aux amphibolites, etc. Les granites, le gneiss et les migmatites, les grès, les quartzites, ensuite les argiles, les schistes, les micaschistes, etc. Et les calcaires, les marbres et les cipolins. Donc, on va rentrer maintenant dans les détails. Et ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, le principe de cette présentation sans roche, en quelque sorte, c'est de vous montrer des photos, de vous laisser quelques secondes pour réfléchir à ce que ça peut être, comment ça se forme, etc. Et puis, on vous donne dans la foulée les réponses, puisque vous ne pouvez pas intervenir, sinon ça serait trop long et trop difficile. Donc, en fait, on va faire ça sous la forme d'un quiz, et on commence donc par les roches sédimentaires. Et dans ces roches sédimentaires, on commence par les roches détritiques. Bon, un rappel, mais très très rapide. Les roches sédimentaires détritiques, comme le nom l'indique, correspondent ou sont issues de la désagrégation et de l'altération de tous les autres types de roches. Puis, il y a transport, mais sous forme solide, autrement dit en élément de roche, transport, et ensuite, quand l'énergie baisse, il y a dépôt. Alors, voilà un petit schéma qui résume un peu toutes les situations. Vous avez très en amont les dépôts glaciaires. Ensuite, vous avez les dépôts fluviatiles. Voilà une rivière, donc peu importe. Ensuite, on arrive au niveau des deltas. Donc, il y a dépôts déjà dans la rivière et il y a des dépôts plus fins dans les deltas. Et ensuite, évidemment, en profondeur, dans les plaines abyssales, il y a les turbidites. Bon, les critères, puisqu'on parle de l'aspect pratique, les critères de classification des clastiques, c'est évidemment la taille des grains. Donc, sur la droite, là, vous avez le tableau qui va des argiles au galets avec les différentes tailles, avec les sables ici, sable fin, sable moyen et sable grossier. Donc, ça, c'est le premier critère. Quand on décrit, on dit, voilà, il s'agit d'un silt ou, par exemple, dans la montée vers la Tchouria au-dessus de Sarre, on a eu surtout des siltes. Voilà. Ensuite, il y a la granulométrie.
est-ce que c'est homogène ou est-ce que, par exemple, ici, vous voyez, la granulométrie est hétérogène? Ça, c'est le deuxième critère. Ensuite, il y a l'usure des grains, on verra ça tout à l'heure, et la nature des grains, évidemment. Par exemple, si on a ce genre de situation ici, des graviers ou des galets, ça peut être des galets de granit ou de schiste, ou, voilà. Donc ça, c'est le deuxième critère. L'origine, bon, on l'a vu, hein, plus on est en amont, plus c'est grossier, et plus on est en aval. Donc, et plus aussi, plus on est en aval, plus c'est homogène au point de vue granulométrique. Là, évidemment, là aussi, l'usure augmente quand vous êtes au pied de la montagne. Vous avez des grains qui sont anguleux, et plus vous avancez, plus ils sont émoussés. Voilà. Voilà, bon, ben voilà un exemple, hein, ici, l'exemple de ce qui se passe quand vous êtes complètement à la fin des dépôts, avec un delta, des sables en haut, des argiles et des siltes, et puis des argiles en bas. Si on fait la relation entre les principales roches magmatiques, par exemple, ou même métamorphiques, avec les grands éléments majeurs, le quartz, les feldspaths et les ferromagnésiens. Dans l'histoire de la dégradation, je cherche ma souris, elle ne veut plus. Là, voilà, elle revient. Le quartz va donner les sables, et les feldspaths et les ferromagnésiens, les siltes et les argiles. Alors, on y va. Voilà, trois types de sédiments clastiques. Alors, pardon, je vais distinguer un petit peu ce qui est sédiment et ce qui est roche. Alors, quelle est la différence entre sédiment et roche? Le sédiment, c'est quand ça se dépose, et la roche, c'est la transformation du sédiment par une diagénèse. Alors, on va regarder ça un peu plus dans le détail. Donc, voilà trois types. Donc, bon, là, je pense que pour vous, c'est sans mystère du tout de reconnaître les trois éléments. Donc, je reviens maintenant sur l'histoire de transformation du sédiment en roche par la compaction. Au fur et à mesure que vous enfouissez des sables, etc., il y a une compaction et il y a de la cimentation. Dans le milieu continental, il y a aussi des transformations chimiques. Il y a l'hydrolyse des minéraux instables et mise en solution des ions solubles. D'ailleurs, ces ions solubles, on le verra tout à l'heure, par exemple, le calcaire est transformé sous forme de ions, et on les retrouve en fin de parcours dans la mer, et c'est grâce à ces ions calcium qu'on a une source de calcium pour les carbonates de calcium, autrement dit les calcaires. Pour ce qui est des éléments non solubles, le fer, l'aluminium, la silice, il y a évidemment précipitation de ces éléments. Et si on reste en milieu oxygéné à l'air libre, on a le fer est sous la forme d'hydroxyde ferrique. Autrement dit, c'est ce qui donne la couleur rouge qui est caractéristique des sédiments clastiques continentaux. Et à l'opposé, les sédiments clastiques qui restent à l'abri de l'oxygénation dans l'eau de mer, ils sont de couleur grise du fait du fer sous forme ferreux. Alors, voilà les réponses. Bien sûr, une brèche, un conglomérat et des grès. Alors, indiquez leur milieu de dépôt. Je vous donne tout de suite les réponses, mais tout ça, c'est du déjà vu sans problème. Les brèches, voilà les brèches. C'est du dépôt de bas de pente, donc on est tout à fait en amont des rivières. Les dépôts pluviométriques de la partie, on va dire, médiane et supérieure des rivières, on voit, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a à la fois latéralement des galets dans la zone à haute énergie, et ici, sur le côté, on a pardon, j'ai dit quoi, des galets, et ici des argiles. C'est pour ça que, par exemple, ici, là, ça s'est pris à l'Achuria, vous avez des galets et puis des argiles. Ici, ils sont superposés, mais en réalité, si on s'écarte un peu de l'affleurement, on voit que ce sont des variations latérales. Ça, c'est les conglomérats. Ensuite, évidemment, quand on arrive près des embouchures,
On a d'abord un type de rivière très caractéristique, méandriforme parce que de faible énergie, et ensuite on arrive au sable des plages, etc. Donc voilà, ça c'est pour… Alors maintenant, quelques cas particuliers. Là, celui-là, je peux passer, je suis sûr que vous connaissez. Donc, on va tout de suite à la réponse, turbidite, entre autres flysch de la côte des Basques. Donc, on rappelle ce que sont les turbidites, donc dépôt d'avalanches sous-marines sur le talus et avec les dépôts de talus et de la plaine abyssale, avec une séquence très particulière du grossier vers le fin. Donc ça, vous connaissez ça par cœur, donc on passe. Alors ça, c'est plus… donc Jean-Philippe, il ne faut pas qu'il réponde, mais heureusement, il a coupé le micro. Origine du sable des Landes. Donc là, vous vous interrogez et puis vous me dites virtuellement, et moi, je vous donne la réponse. C'est du sable éolien, donc le sable des Landes, c'est du sable qui a été apporté par le vent. Alors, les caractéristiques des sables éoliens par rapport aux autres sables classiques, c'est que les sables éoliens sont ronds et mat. C'est-à-dire qu'ils ont subi une usure plus forte du fait du vent, et donc ils sont plus arrondis et ils sont mat. Alors que les sables de rivière sont, on appelle des EL, des émoussés luisants. On voit qu'ils sont évidemment érodés, mais moins que les autres, et ils sont encore luisants. Donc ça, voilà la réponse pour le sable des Landes. Alors maintenant, comme on a vu avec Thierry, on va voir ce que ça donne sur le terrain, tous ces, les figures que l'on voit dans ces roches, les sédiments détritiques. Les figures que l'on verra sur le terrain sont des figures ce qu'on appelle des figures de sédimentation, des stratifications. Elles sont le résultat à la fois du duo érosion-comblement, c'est-à-dire un coup on érode, un coup on comble, voilà, et que cette dualité dépend de la force du courant. Alors, soit la force du courant et de la taille des grains, tout ça, ce sont des évidences. Voilà, donc ça, vous connaissez bien, que ce soit la rune, que ce soit la tchuria, vous connaissez ça. Alors, c'est quoi ? Vous pouvez le dire. Donc ça, ce sont des stratifications qui se recoupent. Autrement dit, quelquefois, par un peu de langage, on dit stratification entrecroisée. Le mode de formation, ce sont des chenaux qui se creusent et puis qui se comblent et ainsi de suite. Donc ça donne ce genre de situation. Voilà l'origine de ces figures. Alors, quelquefois, sur le dessus des bancs, on voit des rides comme ça. Ça, c'est un petit crabe qui donne l'échelle. C'est vrai que ce sont des rides de courant. Alors, par exemple, ici, avec un courant fort dans ce sens, sur les plages, un coup, selon la marée, on a dans un sens et dans l'autre. Voilà, donc ça, c'était quelque chose que vous connaissiez relativement bien. Maintenant, on va passer aux roches biogéniques et biochimiques. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ces roches, il faut qu'elles se forment à partir d'éléments. Ah, il y a un téléphone qui sonne. Pardon, c'est le mien. Et donc, elles ne se forment pas à partir de rien. Et les éléments qui vont constituer ces roches sont transportés depuis les roches, disons, montagne, etc., les roches continentales, sous forme d'ions. Et ensuite, il y a une précipitation. Alors, la précipitation, soit elle intervient avec intervention d'organismes, on verra ça tout à l'heure, soit intervention d'organismes carrément dans les réactions chimiques. C'est-à-dire, on verra que c'est des organismes qui précipitent la roche directement. Soit, évidemment, ce sont des coquilles, c'est-à-dire ce sont des tests, etc., et de foraminifères, de tout ce qu'on veut. Donc, ce sont les organismes qui précipitent le calcaire pour eux-mêmes, pour faire leur propre coquille. Ça, c'est le deuxième élément. Et il y a aussi, évidemment, de la précipitation purement chimique.
Alors, on est obligé, pour comprendre et pouvoir répondre à certaines questions qui vont suivre. Alors, les paroles est à pourquoi est-ce que vous avez ça, vous, qui s'affiche la parole est à bon, enfin, moi j'ai un petit problème là. Dans ce tableau, est-ce que vous êtes gêné par un petit commentaire là-haut? Non? Alors bon, Non, 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 tout va alors, bien. c'est embêtant ça. Tout va bien. Donc voilà, la réaction de base, hein. La réaction de base, c'est que vous avez CaCO3, c'est du calcaire, avec de l'eau et du gaz carbonique. Alors, de l'autre côté, je ne vois pas, mais je le sais, c'est le Ca plus et CO3 moins moins et HCO3 moins. Si je me, voilà. Et donc, si dans cet équilibre-là, si vous allez dans le sens CaCO3, enfin le premier membre vers le deuxième, c'est de la dissolution. Si vous allez dans l'autre sens, c'est de la précipitation. Et dans ce genre d'équilibre chimique, pour faire simple, euh, quand vous ajoutez au premier membre, vous déplacez, la nature a tendance à vouloir déplacer dans l'autre sens. Autrement dit, si je rajoute du CO2, alors voilà, si je rajoute du CO2, je vais aller dans le sens de la dissolution. Si j'enlève du CO2, au contraire, je vais aller dans le sens de la précipitation. Alors ça, c'est de la théorie, mais dans la pratique, c'est très important. Faisant intervenir les paramètres, voilà. Alors maintenant, quels sont les paramètres qui interviennent? C'est l'acidité de l'eau. C'est-à-dire que si vous mettez de l'acide, vous enlevez, vous neutralisez du HCO3 moins, et à ce moment-là, vous déplacez l'équation, puisque vous enlevez à droite, vous déplacez l'équation dans le sens de la dissolution. Si au contraire, vous ajoutez du CO2, entraîne la dissolution. Voilà. Si vous ajoutez du CO2, autrement dit, dans le premier membre, vous allez aussi dans le sens de la dissolution. Si vous enlevez du CO2 dans le premier membre, vous allez dans le sens de la précipitation. J'espère que c'est à peu près clair. Donc, ajouter quelque chose au premier membre fait qu'on déplace vers le deuxième membre. Enlever quelque chose au premier membre fait qu'on déplace du deuxième membre vers le premier membre. Et ça, c'est ce qui va guider tout ce qui est la sédimentation des carbonates, entre autres. Alors, dans ce qui est le titre général, c'est biogénique et biochimique. On va vite passer sur les concrétions siliceuses, on les verra tout à l'heure. Ça, ce sont les schertes, les nodules, les rognons, les lits de silice. On le verra ça tout à l'heure. Nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, ce sont les carbonates. Les carbonates, soit calcaire, CaCO3, soit dolomie, mélange magnésium, calcium, CO3. Autrement dit, des carbonates de calcium et de magnésium, alors que là, c'est des carbonates de calcium seuls. Sur le plan pratique, les calcaires font effervescence à l'acide dilué, à l'acide chlorhydrique à 10%. Les dolomies, un peu moins. Voilà. Évidemment, là-dedans, il y a toutes les nuances de composition, c'est-à-dire que vous pouvez avoir beaucoup de magnésium ou peu de magnésium, etc. Le rapport Ca-Mg peut varier. Je vais passer vite parce qu'on va retrouver tout ça. Alors, effectivement, quand on va décrire des calcaires, il faut avoir un certain nombre de critères. Alors, il y a des classifications qui ont été définies, et elles sont définies notamment par rapport au rapport justement entre le fond, on va dire, la matrice, qu'on appelle la boue, et les grains, puisqu'on a vu qu'il y a toujours des grains, des tests de coquilles, etc., où on verra ça tout à l'heure. Donc, on part avec un calcaire qui a moins de 10%, on s'appelle un mudstone. Mudstone parce que c'est que de la boue quasiment, la boue calcaire, hein, entendons-nous. Ensuite, on passe à un waxstone, un peu plus de 10% de grains, mais il continue à flotter dans la matrice. Ensuite, on a plus de 10%, et là, c'est les grains qui se touchent. Et après, il n'y a quasiment plus de matrice. Voilà, donc c'est une échelle. Bon, il y a, étant donné que entre le sédiment et la roche, on a vu tout à l'heure qu'il y avait la diagénèse, autrement dit, il y a une transformation
avec la profondeur. Et notamment dans les calcaires, il y a un problème de recristallisation, c'est-à-dire que le sédiment d'origine est souvent partiellement dissous et reprécipités. Et quelquefois, on a des calcaires, c'est un peu un cas particulier, complètement cristallins. Et on peut comprendre qu'entre ce pôle très micritique et celui-là très granulaire, il y a une énergie croissante du milieu de dépôt. Maintenant, dans les types de calcaires que nous allons voir, il y a les calcaires récifaux, les tufs. Alors, je les cite pour que vous les ayez en tête, et puis on va voir à quoi ça correspond. Les tufs, les travertins, et puis il y a toute une série de calcaires synthétisés par les cyanobactéries, autrement dit les algues bleues, qui interviennent directement dans la précipitation des calcaires. Ce sont les stromatolites, les oncolites et les thrombolites. On va voir ça. Alors, on commence avec, là, ça va devenir beaucoup plus pratique. En général, j'essaie de prendre des exemples régionaux, locaux. Hein. Bon, là, si je vous dis c'est quoi ça, vous allez tout de suite me répondre, bah, justement, c'est un calcaire dans lequel il n'y a rien, c'est de la boue. Autrement dit, c'est de la calcaire micritique, c'est le mudstone qu'on a vu là tout à fait à gauche dans la classification. Donc, et ça, c'est très fréquent, hein, d'avoir des calcaires où il n'y a rien dedans, c'est simplement gris. Voilà. Alors, bon, comment ça se forme, ce genre de calcaire? Ben, ça se forme en général par précipitation directe de boue calcaire. Évidemment, pas trop dans nos latitudes, même si ça peut être aussi des calcaires lacustres, etc. Mais comme vous savez, ou j'ai oublié de le dire d'ailleurs, la température joue aussi dans l'équation de dissolution-précipitation. Les calcaires sont plus dissous avec le froid, et au contraire, la chaleur favorise la précipitation. Et comme je dis toujours, si vous avez une casserole avec des dépôts de calcaire, il ne faut pas la traiter à l'eau chaude, mais à l'eau froide pour enlever le gel. Et l'autre chose, c'est que ce n'est pas un hasard non plus si la plupart des calcaires se développent dans des zones tropicales chaudes. D'accord? Voilà, ça c'est un exemple que je connais, donc qui est pris dans le golfe Persique, donc il fait chaud. Et ça, ce sont des boues calcaires qui sont recouvertes ensuite soit par de la mangrove, soit par et cette couleur blanche qu'on appelle le sludge, ça peut s'étendre sur de grandes étendues et ça vous dépose une boue calcaire. Si vous marchez là-dedans, vous marchez dans de la crème fraîche, autrement dit. Et quand ça passe du sédiment à la roche, eh ben ça donne ça. C'est de la boue, mais solidifiée, on va dire. Alors ça, évidemment, il faudrait grossir, il faudrait pouvoir avoir la loupe, etc. Mais bon, on devine un peu que là, il s'agit d'une craie. Alors, la craie, vu de loin, on dirait ben, c'est un mudstone. Ben non, parce que si on regarde d'assez près avec la loupe, on voit qu'il y a quand même des petits grains, mais ils sont, enfin, je veux dire, c'est pas complètement lisse. Et en fait, il y a des grains, et ces grains, ce sont des on va appeler ça des boues, mais c'est un abus de langage. C'est du phytoplancton, ce sont des coccolithes. Alors, les coccolithes, c'est des microalgues. C'est des microalgues qui fabriquent, qui s'entourent de plaques discoïdales comme ça. Et ces plaques-là vont vous donner la craie. Alors, ouais, normalement. Alors, la craie, ben, je n'ai pas d'exemple locaux, mais bon, c'est les falaises de Fécamp, hein, par exemple. Ça, vous connaissez aussi. Tout ça, c'est les calcaires à petite numulite de Biarritz. Alors, les nummulites, on va le voir après, c'est une catégorie de foraminifères. Voilà, ça c'est pris, c'est pour que vous ayez une vue un peu plus grande de ces petites bêtes, mais c'est pas la même espèce, ça c'est des grandes tailles. Vous voyez, ça dépasse ça atteint 2 cm. Et ça, c'est la même chose, mais en coupe. Et ça a été pris en Tunisie. Donc ça, c'est les calcaires à nummulites. Donc là, on a selon la teneur en nummulites, on passe à des packstones, voire des grainstones. Ça,
on ne l'a pas fait dans la sortie Biarritz, mais voilà, ça, ce sont des calcaires à alvéoline de la Miladie. Et ça, oui, ça, je pense que ceux qui sont venus à la sortie de la Coupe de Biarritz et se souviennent de ces petites pastilles très, très, très plates, ce qu'on appelle des discocyclines. Alors ça encore, c'est quoi? Ce sont des calcaires à foraminifères. Donc cette grande famille des foraminifères, c'est quelque chose d'assez important. Il y en a, bon, il y a plusieurs types de foraminifères. Il y a ceux qui flottent et ceux qui tombent au fond, les benthiques et les comment dire, les planctoniques. Les planctoniques, vous voyez, ils sont très petits, donc il faut des microscopes pour les voir. Dans les benthiques, il y a plus de taille, il peut y avoir des tailles assez significatives. Là, c'est des commentaires sur les foraminifères. C'est juste pour dire que c'est pas une petite histoire, les foraminifères dans les calcaires. C'est vraiment très important. Donc, ce sont des protozoaires unicellulaires. Et le test, alors foramen, c'est marqué en dessous, foramen, parce que entre chaque loge, il y a un trou qui permet de communiquer d'une loge à l'autre. Et donc, l'animal construit son test comment dirais-je, en évoluant en faisant agrandir sa spirale, en quelque sorte. Voilà, donc ça, c'est le monde des foraminifères. Ça, évidemment, la plupart d'entre vous connaissent, donc utiliser. Alors, j'indique souvent, je fais un petit commentaire sur l'utilisation aussi. Ce type de calcaire est très utilisé pour les décorations, donc les dallages, les murs, etc. Donc ça, vous connaissez ça, ce sont les calcaires arudistes. Alors, qu'est-ce que c'est que les rudistes? Ce sont des bivalves comme ça, mais de grande taille, hein, puisque si je prends 10 cm, mais ça, c'est une coupe, et donc on voit qu'ici, c'est la hauteur facilement d'un marteau de géologue. Évidemment, il n'y en a plus maintenant. Hein. Donc ça, ce sont les calcaires arudistes, et c'est le calcaire de Sarre et les calcaires de Sarre et d'Arudie. Ça, c'est Saint-Sébastien, donc c'est la sortie de Thierry à Saint-Sébastien, et ça, c'est celle à Biarritz. Dans les deux cas, vous reconnaîtrez évidemment les débris de coraux. Donc ça, donc on a vu les petites bêtes du style foraminifère, tout ça, ça pullule dans certains endroits, et dans d'autres endroits, évidemment, alors évidemment, il faudrait avoir suivi le cours des carbonates pour resituer ça, de resituer les milieux de dépôt dans le profil talus continental, etc. Alors, soit il y a des récifs, soit il n'y en a pas, etc. etc. Bon, donc, évidemment, là, on se trouverait très proche d'un récif. Donc, il est détruit par les vagues, etc., mais surtout ensuite qui a été enfoui. Et donc, voilà. Alors que les foraminifères, eux, ils sont très marqueurs d'environnement. Alors ça, vous connaissez aussi, puisqu'on voit ça beaucoup dans la région, donc des lits de silex à l'intérieur de calcaire, soit des calcaires, soit des turbidites calcaires. Alors c'est quoi? Ce sont des accidents, c'est des bancs de silex, hein, c'est des accidents siliceux dans les turbidites. Alors comment ça se forme? On a dit tout à l'heure que le calcaire disparaissait. Le calcaire était dissous, plutôt que la baisse de température favorisait la dissolution des calcaires. C'est-à-dire qu'en profondeur, petit à petit, vous allez avoir disparition des calcaires jusqu'à un niveau maximal qui s'appelle la CCD, Carbonate Compensated Depth. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, autour de 3000 mètres, par exemple, vous n'aurez plus de calcaire parce que la température est trop basse. Par contre, la silice, elle, peut précipiter dans des basses températures. Autrement dit, quand vous êtes dans des turbidites en profondeur, vous allez avoir les calcaires qui vont pas être partiellement dissous, et au contraire,
la silice qui va précipiter. Et elle va précipiter dans les bancs qui sont un peu plus poreux parce qu'elle peut circuler. Et donc, ça donne ces lits. Ce sont des lits des bancs de silice, de silex, autrement dit, dans les calcaires. Alors, ça, c'est autre chose. Vous voyez que ça n'a pas du tout la même forme. Ce sont des rognons de silex dans des craies. Mais la craie, elle n'est pas aussi profonde que les turbulites. Et de ce fait, il n'y a pas cette ségrégation horizontale. Et c'est en gros la silice qui essaie de remplacer le calcaire comme elle peut. Et donc, ça donne ces espèces d'allure de rognons. Dans les rognons de silex, les calcaires à silex. Alors, bon, il y a plusieurs théories sur l'origine de la silice dans les calcaires. La plus connue, c'est la présence d'éponges et de radiolaires siliceuses et qui remobilisent donc la silice, qui est un apport de silice qui crée les accidents siliceux dans les calcaires. L'autre hypothèse, c'est que ça soit purement chimique, c'est-à-dire un peu les phénomènes que l'on vient de voir, la silice qui se précipite dans les eaux froides et non pas les calcaires. Ah, alors ça par contre, peut-être que vous ne connaissez pas, c'est un peu particulier. Ce sont des calcaires à anthroque ou encrine. C'est quoi ces bêtes-là? Ce sont la famille des, on va dire en gros, des oursins et des anthropodènes. On voit ici, parce que quelquefois, on a même avoir le bonheur de voir ça fossilisé. Ce sont des crinoïdes, autrement dit des échinodermes, qui sont montés sur tige avec comment dirais-je, une corolle à leur sommet. Donc, qui captent un petit peu les proies. Voilà, ils appellent ça corolle, calice, comme vous voulez. En réalité, la plupart du temps, on n'a pas cette partie-là. Mais par contre, on a celle-ci qui est constituée de petits segments et on les retrouve ici en débris, voilà, soit comme ça, soit carrément isolés, calcaire à anthroque ou en crine. Alors ça, vous connaissez aussi. Donc, il y a une structure vraiment très particulière. Donc, si je vous laisse une seconde, ben ça y est, vous avez déjà trouvé. Donc, ce sont les stromatolites. Alors, les stromatolites, là, c'est une cristallisation directe par l'effet des cyanobactéries, autrement dit des algues bleues. Alors, la principale, on voit, ça saute aux yeux. La principale caractéristique, c'est effectivement ces structures laminées, de fines couches de un dixième de millimètre à 5 mm d'épaisseur, sombres et claires. Alors, comment on explique ça? Voilà, par exemple, une illustration de ce qui peut se passer entre jour et nuit. Donc, des choses très, très fines. Et ça, c'est la même chose, mais vivante. C'est-à-dire que la nuit, vous avez des filaments cyanobactériens qui forment une espèce de mucilage, mais qui ne peuvent pas vraiment se développer. Le jour, les algues bleues, autrement dit les cyanobactéries, qui ont la capacité de faire de la photosynthèse, se développent. Et j'ai perdu ma souris encore. Comment ça se fait qu'elle disparaît? Attendez. Voilà. Vous avez donc les filaments d'algues bleues qui précipitent directement le calcaire et qui piègent aussi les éléments calcaires détritiques. Alors, qu'est-ce qui joue là-dedans? Si vous vous souvenez de l'équation de tout à l'heure, on disait, si on enlève du CO2 au premier membre, on favorise la précipitation, autrement dit l'équation de droite à gauche. On favorise la précipitation des calcaires. Autrement dit, la photosynthèse, c'est quelque chose qui est fondamental, qui absorbe du CO2, ça vous le savez, absorption de CO2 et rejet d'oxygène, entraîne la précipitation du calcaire.
Alors, on voit ici la même chose, mais de façon vivante. On voit les parties vertes et les parties sombres, etc. Et à une autre échelle, c'est ce que l'on trouve sous forme de roche. Alors là, évidemment, c'est très impressionnant parce que vous vous souvenez, pour ceux qui ont assisté au cours de Pierre et à mon cours de sédimentation des carbonates, que les stromatolites sont apparus il y a ce sont les premières manifestations des êtres vivants, donc les cyanobactéries, avec la formation des stromatolites il y a 3,5 milliards d'années, avec un boom après autour de 1 milliard, 1 milliard à 5. Voilà. Donc ça, stromatolites. Alors évidemment, il n'y en a pas chez nous. Il y en a dans le nord de la France, mais il n'y en a pas dans la région. Ça, regardez surtout là la taille. Donc, ça dépasse rarement, ça va plutôt entre 1 et 2 millimètres. Donc, on peut voir ça avec une loupe. Et c'est ce que j'ai montré dans la sortie à Biarritz, la roche qui constituait les murs de la poste de Biarritz. Ce sont les calcaires à oolite. Donc, ces petites billes, ça s'appelle des oolites. Et dans ces oolites, on retrouve deux structures, une structure concentrique et une structure radiée. La structure concentrique, elle appartient à la même, a pour origine, elle aussi, les laminations ont pour origine la succession des actions et des non-actions, en quelque sorte, des algues bleues, et donc qui font ces lamines. Alors maintenant, ça, c'est autre chose. Vous connaissez bien ça parce que c'est très utilisé aussi dans les dallages, etc., partout, et dans les murs, etc. Alors, il y a deux formes. Il y a cette forme-là ou celle-ci avec plein de petits trous, etc. Ce sont des travertins. Alors, qu'est-ce que c'est que ces travertins? Voilà. Alors, les travertins, d'abord, ils se forment où? Ils se forment à la sortie des grottes. Donc là, évidemment, c'est en Turquie, c'est très spectaculaire, ça fait des vasques. Ici, c'est une sortie normale, c'est dans le Jura, mais bon, on trouve ça même bon, à Sarre, il y a un gour comme ça, mais bon, on ne voit pas très bien. Donc, dans ce cas-là, dans l'équation que l'on a vue tout à l'heure, on enlève du CO2, mais on l'enlève par, disons, évaporation en quelque sorte. On diminue la pression partielle de CO2. Donc l'eau qui circule dans les grottes est chargée en carbonate de calcium et en ion calcium. Et quand elle arrive en surface, il y a comment dirais-je, le CO2 s'évapore et on a précipitation, et notamment précipitation surtout au niveau des turbulences. C'est-à-dire quand il y a des petites chutes comme ça, là, vous avez une précipitation ici, et ensuite ça crée une vasque, donc un bourrelet calcaire ici, et des vasques, évidemment, à une grande échelle, ça donne ça. Et donc les travertins, ce sont ces roches qui se déposent à la sortie des grottes. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit comme un forme de saturé du calcium qui circule dans l'atmosphère à l'air ou débouché à l'intérieur des grottes. Et l'explication, là voilà, chute rapide de la pression partielle, CO2. Alors, effectivement, il faut préciser aussi que les deux autres facteurs qui interviennent au-delà de la turbulence des eaux, c'est la température, parce que quand vous sortez l'eau des rivières souterraines qui arrive à l'air libre, bon, se réchauffe. Donc, on a vu que ça, c'était favorable à la précipitation calcaire. On a vu aussi que, comme les algues bleues, etc., mais il y a d'autres organismes photosynthétiques qui aussi jouent dans l'enlèvement du CO2. Autrement dit, il y a aussi dans ces environnements-là l'intervention d'algues, de bactéries, de champignons, etc., qui interviennent dans la précipitation des travertins. C'est un peu pour ça que souvent vous avez ces petites bulles, etc., parce qu'en fait, il y avait à l'origine beaucoup de matière organique qui a disparu, et voilà. Donc, c'est ce qui fait un peu le côté décoratif
et puis ces éléments-là qui correspondent à des épisodes de la calcification. Alors ça, pas sûr que vous connaissiez. Pourtant, c'est très, très utilisé en décoration. Dans mon cours des carbonates, je montre le petit pavillon à Versailles, mais Thierry reconnaîtra sans doute certains calcaires rouges comme ça, avec des espèces de formes blanches un peu bizarres, comme ça, et comme ça, avec du noir dedans. Enfin bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des boues calcaires d'origine bactérienne, et voilà encore, bactérienne cette fois, pas cyanophycée, bactéries. Et ces bactéries synthétisent, une fois de plus, le calcaire, et en formant des monticules, ce qu'on appelle des mud mounds. Et ils sont particulièrement connus, il n'y en a pas dans la région, mais il y en a beaucoup dans le nord de la France, dans les Ardennes. Et dans ces calcaires, ce qui fait la décoration, c'est qu'ils sont souvent rouges sur le fond, avec ces fameuses figures blanches qu'on appelle des stromatactis. Et c'est ce qui fait le côté décoratif. Alors, qu'est-ce que c'est que ces choses-là? En fait, si on regarde à l'intérieur, on voit qu'il y a des zones de cimentation. On va regarder ça un peu plus dans le détail. Donc ça, c'est juste pour vous montrer un modelement on dirait en bon français, un monticule de boue. Et c'est à Philippeville, donc c'est dans le nord de la France, Saint-Clinorium de Dinan. Avec, vous voyez, ça fait des dépôts. Alors, c'est pas du récif, c'est pas tout ça, ce sont des monticules de boue. Voilà à quoi ressemblent les stromatactis. Ici, il y a une explication sur la façon dont ça se forme. Donc, il y a un premier niveau, le niveau 1, le 1, ce n'est pas un niveau, c'est le fond rouge, c'est la boue calcaire, donc rouge. Le sédiment interne laminaire, donc il y a un premier sédiment ici, et ensuite il y a un sédiment fibreux qui se développe, et ensuite un ciment, et ensuite un ciment beaucoup plus clair. Ça, c'est l'explication. Et voilà la réalité. Donc, on voit les différents types de ciment. C'est-à-dire que si vous grossissez ça, vous allez voir des cristaux qui se forment à l'intérieur. Donc, ça s'appelle donc des stromatactis dans des boues calcaires d'origine bactérienne dans les modelements, dans les monticules de boue. Très utilisé en décoration. Alors, ça, c'est une vue grossie. On a vu ça au Salinas de Añana. On peut voir ça à la sortie de la grotte de Sarre. Il y a un tout petit gisement, mais on peut voir surtout ça dans les résurgences des rivières souterraines du Jura. À la sortie, vous avez cette roche un peu qui ressemble à une sorte d'éponge et qui est très liée à la végétation. Ce sont des tufs. Et là encore, alors ça se développe à la sortie des grottes, parce qu'il y a développement de mousse à cet endroit-là, puisqu'il y a l'humidité, il y a tout ce qu'il faut. Et cette mousse égale photosynthèse, égale absorption de CO2, et on repart pour la même histoire. On absorbe le CO2, donc on déplace l'équation vers la précipitation du calcaire. Donc, en fait, la mousse, en quelque sorte, est pétrifiée. Elle a un aspect d'éponge. Donc ici, c'est de la roche, mais c'est de la roche qui, en fait, on sent très bien que c'est ça, mais qui a été calcifiée. Exactement ça. Et ça, c'est très léger, très léger. Alors maintenant, pour finir avec les carbonates, comme Thierry vous a montré comment les choses se présentaient sur le terrain, on est obligé de dire que dans les carbonates, et particulièrement dans les carbonates, il y a des manifestations, des figures en surface qui sont très, très particulières. Donc ça, c'est un petit diagramme. On va passer vite là-dessus. Vous connaissez certainement déjà. Ça, ce sont des dolines. Donc les dolines, ce sont des zones de dissolution
des calcaires, donc ça fait des trous. Si ces trous en fond communiquent avec, une zone souterraine, on a un aven, c'est-à-dire que cette doline-là, si elle perce en bas, elle peut communiquer avec un système souterrain. Les vallées sèches, c'est typique aussi. Voilà une vallée, mais une vallée où il y a eu sans doute un jour une rivière qui a coulé, mais cette rivière a disparu. Elle est allée rejoindre, voilà, par exemple ici, une vallée sèche, elle est allée rejoindre un système souterrain par infiltration, dissolution, etc. Ça, ce sont des lapiers, c'est-à-dire c'est des crevasses. Exemple, la pierre Saint-Martin, où il y a un superbe lapier, des crevasses qui sont à la surface des carbonates. Des crevasses qui peuvent être, à la pierre Saint-Martin, peut avoir 1 mètre, 2 mètres de large sur 10 mètres de profondeur. Hein. Voilà, c'est ici un lapier. Ça, c'est un poggier, c'est une doline à grande échelle. Ce qui est intéressant ici, c'est que lorsque vous avez dissolution du calcaire, le calcaire est rarement pur et donc il y a des argiles dedans. Et lorsque vous dissolvez le calcaire à cet endroit-là, vous gardez l'argile. Et s'il n'y a pas percement complet comme ça, mais que vous restez à ce stade, à ce moment-là, l'argile est très favorable au développement de végétation, donc est très fertile. Et on a donc, dans un univers un peu du style Larzac, quelque chose de très sec, vous avez des patchs verts comme ça qui correspondent au fond de doline. Les reliefs ruiniformes, bon, vous en avez ça, Montpellier-le-Vieux, là c'est pris en Chine, ce sont des érosions alors, très spectaculaires. Et enfin, évidemment, tous les réseaux karstiques, dont on ne va pas détailler tout ça, donc les rivières souterraines, tout ça c'est particulier au calcaire. Alors, on va voir maintenant les roches chimiques. Rapidement, on va attaquer les métamorphiques. Là, on parle de la précipitation chimique pure et dure. Et donc là, il suffit que c'est l'histoire du sel dans l'eau. Hein, à un moment donné, si vous mettez trop de sel ou si vous faites évaporer l'eau, enfin peu importe, vous avez une précipitation. Bon, ben voilà, donc ça donne des sédiments qui deviennent ensuite des roches que l'on va voir. Alors, comment on obtient cette saturation? Soit bon, le système classique, c'est marais salants, les sepcras, etc., donc les lagunes côtières, donc par évaporation pure et dure, ou alors les bassins profonds mais confinés. Exemple, le sel messinien, ce qu'on appelle le sel d'âge messinien, donc au tertiaire de la Méditerranée. Au moment où la Méditerranée a été fermée, il y a eu une sursaturation de la Méditerranée avec des dépôts de sel très importants au fond de la Méditerranée. Et il y a aussi des sources hydrothermales, ça c'est le troisième élément. Alors, dans l'ordre, on va dire, voilà, ça c'est le pourcentage d'évaporation d'eau de mer à partir duquel vous précipitez les éléments qui sont là. Donc, le premier qui précipite, c'est la calcite. CaCO3, c'est le calcaire, on a dit. La dolomie, après le gypse, le sel, NaCl, halite, on dit halite, après les sels magnésium et potassium. Voilà l'ordre de grandeur. Avec des densités, bon, je passe là-dessus. Oui, on parle aussi quelquefois d'anhydrite. Hein. Alors l'anhydrite, c'est jamais que le gypse déshydraté. Donc il suffit qu'il y ait des températures très fortes pour qu'elle devienne. Oui, alors c'est rarement propre, hein, tout ça. C'est souvent associé à des dépôts détritiques. Alors, le quiz, ça va aller très vite parce qu'il n'y a quand même pas des tonnes de langue. Voilà. Alors, ça, si je vous dis, ça peut être quoi tout ça? Peut-être que vous connaissez certains et pas d'autres, mais quel que soit le cas, ce sont les différentes formes de cristallisation du gypse. Donc ça, c'est le fibreux, c'est celui qu'on peut trouver comment dirais-je, dans la coupe de bidard, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle le chicken wire, c'est-à-dire le grillage, forme un peu de grillage avec de la matière organique et puis du gypse nodulaire comme ça. Ça, c'est les dents de cochon, on appelle des dents prismatiques. Ça, c'est les fameuses roses des sables. Et puis, vous avez le fer de lance. Alors ça, c'est dommage parce qu'on en a un très beau Asporos-Tipi dans notre collection, mais il est gigantesque. Enfin, vous connaissez certainement tout ça. Donc ça, c'est les différentes formes de gypse.
Ça, vous devez connaître aussi. Donc, déjà, il faut voir que c'est rhomboédrique comme cristallisation et c'est un spat d'Islande, donc c'est de la calcite. Alors ça, ben, tout simplement, ce sont les différentes formes de halite, de cristallisation de halite, donc de sel, soit en cristal cubique, soit en saccharoïde sous cette forme, ou en cubique en masse, c'est-à-dire la même chose que ça, mais agglutiné. Voilà. Donc maintenant, je vais repasser la parole. Alors, je vais quand même vérifier. Ah, ça marche. À Thierry qui va vous parler des roches métamorphiques. Mais avant, je crois il va vous faire un petit retour sur les roches magmatiques. À toi de jouer, Thierry. Ah non, c'est moi qui commande, non? Oui, tu commandes les diapos. Hein, D'accord, j'en vois. Non, simplement, on va peut-être faire une petite pause et demander aux gens s'ils ont des questions sur ta partie. Ah oui, oui, Ça, tu as raison. ça leur permettra de décompresser un peu. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez allumer vos micros et poser des questions à Gilbert, hein, si vous en avez. J'étais un peu vite, j'étais un peu bousculé, parce qu'il y a l'histoire du temps, donc de temps en temps, je bafouillais un peu, j'allais un peu vite parce que il y a quand même c'est quand même assez chargé tout ça. Alors, C'était très chouette, très, très complet, assez pour être pour les très intéressés, sans dégoûter, c'était très bien. Le travertin blanc à Mucalé, comme tu l'expliques, et qui reste blanc, qui reste aussi pur dans la couleur. c'est ta question? Oui, oui, oui. Parce que c'est du enfin, c'est de la calcite qui se forme directement à la sortie des grottes, hein. Donc il est hyper pur, quoi. Il y a pas voilà, c'est de la précipitation, c'est de la précipitation immédiate. Donc non, on pourrait poser la question autrement. Je dirais quand c'est pas blanc et que c'est pas très comme les exemples que j'ai montrés. Pourquoi c'est pas blanc? Parce que ça devrait être bleu, ça devrait être pur. Ben non, ben c'est parce que il se trouve que soit il y a intervention de matière organique, soit il n'y a pas trop d'intervention de matière organique et que c'est de l'évaporation directe. Enfin, l'évaporation, le mot n'est pas très exact. Disons, c'est la pression partielle de CO2 dans l'eau qui diminue et donc ça passe à l'état de gaz. Et à ce moment-là, sans trop intervention, il n'y a pas de matière organique. Le cas de la Turquie, par exemple, on sent bien que c'est du pur. Il n'y a pas d'intervention, on ne voit pas de mousse, de rien du tout. Il ne se passe rien. Alors que chez nous, si on prend… Les travertins de Pamukkale. Oui, je les connais. Ouais. Voilà. Et le contexte, tu vois, si tu prends ça c'est du noir, mais c'est pas du tout. Là, par contre, le contexte, on sent bien que là-dedans, il y a développement d'algues, des choses comme ça, alors que pas là, quoi, si tu veux. Alors, dans les grottes, il y a très peu de matière organique, donc comment dire, c'est souvent assez blanc les travertins. En revanche, il y a parfois des oxydes de fer, des choses comme ça qui donnent des colorations un peu plus rougeâtres. Mais c'est souvent dans les grottes, il y a pratiquement pas de vie, quoi, hein, donc la fraction de matière organique est faible. Alors, il y en a un petit peu à la sortie, mais bon, voilà. En fait, aurait fallu, normalement, ce genre d'atelier vient après le cours. Or, je sais pas, là, d'entre vous, il y en a quoi, trois ou quatre qui sont venus au cours sur la sédimentation des carbonates, où j'explique ça bien plus en détail, mais bon, voilà. Donc, Jacques, je te renvoie à mon cours. Ok, merci. Autre question? Je poserai une question après personne d'autre. Mais je laisse la parole. Autre question? Oui, moi j'aimerais bien. Donc c'est André qui parle là d'autorité. Je voudrais remercier Gilbert pour cet exposé sur les calcaires, les carbonates, tout ça. J'ai grandi dans le Jura, j'ai eu très souvent des informations sous forme de bribes.
Et là, ça fait une belle synthèse et ça va m'amener à y retourner et avoir un nouveau regard sur ce que j'ai apporté des yeux ou de la main en famille dans le Jura. Merci. Ah ben dans le Jura, oui, là, il y a de quoi faire. Oui, c'est ça, oui. Est-ce que tu es venu à mon cours sur les carbonates? Parce que c'était quand même beaucoup plus complet. Hein. Je ne sais pas si je l'ai vu cette année ou l'an dernier, ou il y a 2 Ah ans. non, non, il est arrivé cette année seulement. Alors, je crois que c'est celui que je n'ai pas pu faire, je crois. Mais non, si, j'ai suivi le cours sur les carbonates. Oui, oui, oui. Bon, parce que par exemple, si on considère le Jura, justement, la karstologie, enfin tout ce qui est, comment dirais-je, expression de surface, bodoline et souterraine, karstologie, etc. Là, il y a de quoi faire. Hein. Tout à fait. Tout à Voilà, fait. donc Et on puis, peut revenir aux équations de base, et pourquoi, et ceci, et cela. Enfin, les voilà. tufs à la sortie des grottes, ça attire beaucoup les touristes. Parce que Absolument. Et puis il y a les perles, les fameuses perles. Mais enfin, on ne peut pas parler de tout ça là maintenant. Il y a trop de choses à voir. les oolithes, oui. Non, 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 non. Les perles de caverne, ce qu'on appelle les perles de caverne. C'est-à-dire, c'est au lieu que ça soit des gourds, enfin que ça soit du travertin ou des planchers de grotte, c'est des petites billes qui tournent dans les cuvettes des eaux souterraines. Enfin bon. Tout à fait. Il y en a de très jolies à la grotte de Pêche-Merle, Ouais. à côté de Saint-Cirque-la-Popie, là. Ouais. Il y a vraiment des perles, on croirait comme des perles de Tahiti ou des perles c'est magnifique. Alors, pour finir et pour ne pas empiéter sur Thierry, donc l'année dernière, j'ai fait la sortie dans la région de Sarre qui montrait la différence entre les 3 grottes d'Urdax, de Sugaramourdi et de Sarre. Et là, on rentrait en plein dans les systèmes karstiques très différents, avec notamment à Urdax, on voyait particulièrement les stalagmites, les stalactites, les précipitations au chou-fleur et tout ça qui s'explique. Hein. Et donc, j'expliquais en faisant le terrain, j'expliquais les différences. Voilà. Enfin. Bon. Allez, on y va, Thierry. On y va? Allez. Voilà. Alors, je vais donc traiter de la partie roches métamorphiques maintenant, c'est-à-dire que deviennent toutes les roches formées en surface qui sont entraînées en profondeur. Mais avant cela, j'ai 2 petits diagrammes à vous montrer que j'avais insérés au dernier moment dans ma présentation de lundi pour les roches magmatiques. Mais comme je n'ai pas pu passer mon programme, enfin mon PowerPoint sur l'écran, c'est Gilbert qui avait la version un peu plus ancienne qui l'a présenté. Et ces 2 diagrammes ne figuraient pas, et je pense que c'est ce qui est un peu dommage, parce qu'on a vu beaucoup de noms de roches défiler, et il faut les replacer dans un diagramme de classification. Et le plus utilisé par tout le monde, c'est ce qu'on appelle les diagrammes de Streckhausen, qui présentent la classification des roches magmatiques en utilisant uniquement les silicates blancs, c'est-à-dire le quartz et les feldspaths. On n'utilise pas les minéraux ferromagnésiens, ni la biotite, ni les pyroxènes, ni l'olivine pour classer les roches plutoniques. On utilise les pourcentages relatifs ramenés à 100 de 3 catégories de minéraux, c'est-à-dire le quartz, la silice pure, le feldspath potassique, essentiellement l'orthose, et puis le 3e pôle du triangle, c'est le feldspath plagioclase, qui est calcisonique, comme vous le savez. Alors, en abscisse, là, sur la base du triangle, vous voyez les pourcentages 10, 35, 65, 90. Ça, c'est les pourcentages en plagioclase de la roche. En ordonnée, si je puis dire, sur le côté gauche du triangle, vous voyez les chiffres 20, 60, on a mis juste 2 chiffres, c'est les pourcentages en quartz, pourcentage relatif par rapport à ces 3 minéraux ramenés à 100. Donc, une fois qu'on a estimé ces pourcentages, plus ou moins, on peut le faire à vue de nez, comme ça, assez grossièrement, mais si on veut être exact, on peut aussi, il y a des méthodes,
par comptage de points sous microscope qui permettent d'avoir des pourcentages vraiment affinés et beaucoup plus exacts. Bon, alors ceci étant dit, vous avez deux diagrammes là. Celui du haut, c'est pour les roches plutoniques, donc les roches à gros grains qui se mettent en place en profondeur, et celui du bas, c'est les roches volcaniques épanchées en surface. Alors, les diagrammes sont les mêmes et on retrouve les correspondances que je vous avais indiquées lundi, c'est-à-dire qu'à chaque roche grenue correspond une roche volcanique ayant la même composition chimique, les mêmes minéraux. Alors, si on regarde le diagramme du haut pour commencer, eh bien d'abord, au-dessus de 60% de quartz, il n'y a pas de roche naturelle. Aucune roche plutonique n'a plus de 60% de quartz. Donc, les pourcentages en quartz, ils vont de 0 à 60. Et vous voyez qu'entre 20 et 60, on a colorié tout ce qui est au milieu du triangle, en gros, c'est le domaine des granites. Donc, le granit, c'est une roche qui est riche en quartz. Quand on va sur le côté gauche du triangle, où il y a surtout des feldspaths potassiques, c'est-à-dire de l'orthose avec le quartz, et pratiquement pas de plagioclase, on appelle ça les granites alcalins. Et de l'autre côté, vers le jaune clair, et le jaune encore plus pâle, quand ce sont les plagioclases qui accompagnent le quartz et qui a très peu d'orthose, là on passe à des granodiorites ou des tonalites. Voilà. Alors, quand on va à l'étage du dessous, alors là on s'adresse à des roches qui n'ont pratiquement pas de quartz, qui ont moins de 20% de quartz. Et de gauche à droite, vous avez vers le coin orthose, ce sont les syénites. Donc des roches uniquement, très riches en feldspaths potassiques, en orthose. Vous vous rappelez ces roches grenues roses, avec l'orthose rose. Et puis un petit peu de quartz, mais très peu. Et éventuellement un petit peu de plagioclase, mais très peu. Donc il y a les syénites alcalines, les syénites. Et puis si le pourcentage de plagioclase augmente, on passe aux monzonites au milieu, puis aux monzodiorites. Et puis tout à fait à droite, à ce moment-là, on a les roches qui sont formées essentiellement de plagioclase. Alors, si le plagioclase est intermédiaire, ce sont des diorites. Si le plagioclase est calcique, ce sont des gabbros. Voilà pour le roche plutonique. Alors, si on passe au diagramme du dessous, eh bien, on a l'équivalent pour chaque type de roche que je vous ai cité, là, de roche grenue. Au granit correspondent les rhyolites. Aux granodiorites correspondent les dacites, aux syénites correspondent les trachytes, et puis tout à fait à droite, vous voyez, les diorites et les gabbros, leur équivalent volcanique, ce sont les andésites et les basaltes. Voilà, toutes ces roches, on les a vues en échantillon lundi dernier, mais je voulais vous les replacer dans ces diagrammes de classification. Voilà, alors passons aux roches métamorphiques maintenant. Et alors là, comme pour les roches plutoniques, pour les roches magmatiques, j'ai fait deux paquets. Un paquet de ce qu'on trouve essentiellement dans les continents, dans la croûte continentale, et puis un paquet de ce qu'on trouve dans la croûte océanique. Alors, du côté continental, la suivante. Voilà. Alors, vous vous rappelez sans doute de cette roche métamorphique tachetée que l'on trouve au contact du granit des Trois Couronnes, dans le massif d'Aya. Et vous vous souvenez, là, c'est ce qu'on appelle le métamorphisme de contact, c'est-à-dire que le granit, en se mettant en place, il a recuit complètement les schistes environnants et les a transformés en cette roche qui est dure, extrêmement dure à casser, où la schistosité des schistes a complètement disparu et où les éléments ferromagnésiens se sont regroupés dans des petites taches comme ça, millimétriques, où se rassemblent des tout petits cristaux de mica et surtout des oxydes de fer, de manganèse et des choses comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une cornéenne tachetée et on en a vu, si vous vous souvenez, lors de l'excursion du module 1.
Voilà le texte. Donc, au col d'Aritcholegui, au contact du granit, sur une largeur d'environ 10 mètres, des schistes sont recuits et recristallisent complètement. Voilà. Et c'est le fer et les micas qui se rassemblent dans ces points. Alors, oui, suivante. Alors ça, ça on ne l'a pas vu, par contre, c'est une cornéenne aussi. Vous voyez, une roche recuite sans schistosité bien visible, mais avec des grandes baguettes d'un silicate d'alumine typique du métamorphisme de contact qu'on appelle l'andalusite. Voilà. Alors, ce silicate d'alumine, là, il s'exprime naturellement dans les roches suffisamment riches en alumine, en général d'anciennes argiles. Alors maintenant, nous passons au métamorphisme régional et nous commençons par le métamorphisme léger, quand les roches commencent à recristalliser, mais sous des pressions et des températures relativement encore modestes. Eh bien, des argiles, par exemple, sédimentaires, vont se transformer en phyllites. Là, on est dans la séquence des phyllites, où ce sont surtout des phyllosilicates qui vont se développer, hein, des phyllosilicates à très petits grains. Quand on regarde de près, on n'arrive pas à voir les minéraux, ils sont trop petits. Ce sont des microbicas, si on peut dire, qu'on appelle des séricites. Alors, on a des séricitoschistes, des choses comme ça. Mais ce que vous voyez là, c'est qu'il y a une schistosité très, très bien marquée parce que tous ces minéraux phyliteux sont naturellement déjà enfeuillés et donc ils se débitent en couches comme ceci, très, très minces, très fines. Et toutes ces phyllites sont aplaties dans un même plan de schistosité statistique. Voilà donc un schiste qu'on peut appeler ardoisier, car les ardoises, c'est ça, hein, c'est des schistes légers, résultant de la transformation d'anciennes argiles. La suite du texte, voilà. Et donc là, on est encore à des températures modérées, inférieures à 400 degrés, ne permettant pas l'apparition de mica. Alors, qu'est-ce qui provoque le métamorphisme d'anciens sédiments comme ça? Alors, il y a deux grands mécanismes qui permettent de transformer des sédiments en schiste. C'est ou bien l'enfouissement pur et simple en profondeur, c'est-à-dire qu'une série de sédiments eh bien, sont enfouis progressivement sous la charge de sédiments plus récents, et ceci peut se développer sur des kilomètres, avec accumulation de kilomètres de sédiments, en particulier au pied des marges continentales, lorsque le fond des bassins sédimentaires subside, c'est-à-dire s'enfonce sous le poids des sédiments. Eh bien, à la base, les sédiments commencent à monter en température, et puis à partir d'un certain stade, au-delà de 300, 400 degrés, ils vont donc se transformer en schiste de cette manière. L'autre grand processus, eh bien, on va le voir, c'est des processus beaucoup plus dynamiques, comme le processus de subduction, qui entraîne des sédiments océaniques qui reposent sur des plaques océaniques, par exemple, en profondeur, dans les zones de subduction. Alors là, tu peux mettre le texte. Là, ça, ce sont des schistes qu'on a vus, si vous vous souvenez, près de la mine d'Arditori. Voilà. Ce sont encore des séricitoschistes avec des phyllites extrêmement fines. Vous voyez, on ne voit pas les minéraux, mais on voit très, très bien la grande schistosité très, très fine là, qui se développe dans ces roches. La couleur, elle est un peu brun-gris parce qu'il y a des oxydes de fer. Et c'est donc le premier stade du métamorphisme d'une série qu'on pourrait dire phyliteuse. Suivante, voilà. Alors maintenant, là, nous passons à une autre étape. Nous passons à des températures et des pressions nettement plus élevées. Là, ici, il s'agit d'un gneiss. Alors, un gneiss, c'est une roche qui est formée de lits, de minces lits centimétriques, disons, en épaisseur, des lits blancs quartzo-feldspathiques et des lits noirs essentiellement micacés. Et donc ces gneiss, ils proviennent du métamorphisme de séries
détritiques ou argilo-détritiques, qui comportent à la fois du quartz, des feldspaths et des argiles au départ. Et tout ceci va vous donner un gneiss avec une bonne foliation que vous voyez là. Et ce que vous voyez là, c'est que la foliation, là, au lieu de rester toute plate, elle a été plissée parce que nous sommes dans un domaine où les roches peuvent se déformer sous l'action des contraintes en profondeur. Tu peux mettre le texte là, voilà, alternance de lit sombre riche en biotite, de lit clair riche en quartz et feldspath, et les températures de cristallisation là sont ici plus importantes. On est là dans le domaine des 500-600 degrés. Suivante. Et alors, si on continue à progresser en pression et en température, ben, on va atteindre finalement le point de fusion commençante de ces séries gneissiques. Et c'est ce que j'évoquais lundi dernier, c'est le stade des migmatites. Alors là, vous avez un bon exemple de migmatite qu'on peut voir sur les quais de Saint-Sébastien, sur les quais du petit port de Saint-Sébastien. Et j'espère bien vous montrer ça lors d'une excursion que je vous ai promise, mais Dieu sait quand le coronavirus voudra bien nous le permettre. Alors, qu'est-ce qui est frappant là? Eh bien, c'est qu'on a visiblement les reliques d'une série gneissique. On voit encore des lits quartzo-feldspathitiques blancs, des lits micacés plus sombres. Tout ceci est plissé. Mais surtout, ce qui frappe là, c'est qu'on a des lentilles et des zones très riches en feldspath et quartz. Ce sont toutes ces zones roses qui sont roses parce qu'elles sont riches en orthose et comme on l'a déjà vu lundi dernier, l'orthose est contient fréquemment de nombreuses petites particules d'oxyde de fer dans ses nombreux clivages. Donc toutes ces zones roses que vous voyez, ce sont des zones fondues. C'est du liquide granitique, si vous voulez, qui a été produit par la fusion partielle des gneiss. Et le grand lit sombre que vous voyez là, qui traverse voilà, celle-là, ce grand lit sombre, c'est un peu ce qui reste après la fusion, c'est-à-dire une concentration de mica, étant donné que les micas sont beaucoup plus réfractaires à la fusion que le quartz et les feldspaths. Je vous avais montré d'ailleurs dans les granites de Saint-Sébastien que dans pas mal de granites, on trouve des restites d'enclaves surmicacées déformées. Si vous vous souvenez, on en avait vu une lundi dernier. Voilà ces migmatites du port de Saint-Sébastien. Tu peux mettre la suite du texte, voilà. C'est une série de gneiss en train de fondre en produisant un jus granitique clair, ici les roses, composé de quartz et de feldspath. L'orthose est teintée en rose par des oxydes de fer dans ses clivages et en laissant un résidu solide sombre, riche en biotite réfractaire. Le milieu devient pâteux puisqu'il est en train de fondre, ce qui explique que les migmatites sont très souvent bourrés de plis, et ce sont des plis désordonnés un peu dans tous les sens, c'est-à-dire le milieu perd brusquement de sa rigidité et il commence à se déformer et à se plisser dans tous les sens. Suivante. Voilà, alors toujours sur les trottoirs du port de Saint-Sébastien, là on a deux dalles qui montrent les deux extrêmes, si vous voulez, de la migmatisation. À gauche, c'est le tout début de la migmatisation. Vous voyez la dalle de gauche, là, qui est encore gris sombre, très peu de rose. Il y a juste un petit filonnet rose là, qui recoupe un petit peu là, au milieu là, ce qui est un gneiss. La roche là est un gneiss qui est à son tout début de fusion partielle et commence à produire des petits filonnets roses, mais c'est encore très discret. Et puis à droite, alors vous avez une roche qui est presque entièrement rose, et là c'est pratiquement un granit. Les pétrographes appellent ça un granit d'anatexie, c'est-à-dire un granit de fusion. Et alors là, on est presque dans le granit lui-même, et il ne reste plus que des reliques, des traces, vous voyez, de lits micacés qui résistent à la fusion, qui sont très déformés, qui se plissotent dans tous les sens, et qui sont un peu, si vous voulez, la mémoire de l'ancienne série gneissique originelle. Voilà, donc ça c'est très intéressant d'avoir ces deux stades, le stade commençant à gauche et le stade
de granitisation presque achevée à droite. Tu peux mettre le texte. Voilà, les migmatites du port suite du texte, voilà. Et donc 2 dalles très contrastées, à gauche fusion commençante dans un gneiss, et à droite granit d'anatexie avec restite, reste de lit micacé plissé. Suivante. Alors voilà d'autres photos de gneiss, enfin de migmatites que j'ai pêchées sur Internet. Je n'ai pas eu le temps d'introduire les 2 belles migmatites que nous a envoyées Jacques Lagrenouille, prélevées dans les galets de l'Ardèche, mais je les mettrai la prochaine fois, c'est promis. Alors vous voyez là, ce qui est très caractéristique là, dans ces affleurements-là, là c'est des affleurements hein, naturels, ce sont les plissottis là, et l'épaississement des zones blanches, parce que c'est du jus granitique qui vient épaissir les lits blancs. Et puis, tout ceci commence à se plissoter dans tous les sens. Hein. Ça, c'est vraiment caractéristique des migmatites. Voilà. Alors maintenant, je continue à descendre en enfer, si je puis dire, c'est-à-dire à descendre à la base de la croûte continentale. Et là, nous abordons un domaine où, brusquement, les minéraux hydratés, comme les micas, les amphiboles, disparaissent complètement. Et nous nous retrouvons dans un milieu anhydre où les ferromagnésiens maintenant sont représentés par des grenats. Alors les grenats sont des cristaux qui sont cubiques et qui sont en général rouges. Pas toujours, hein. Il y en a des verts, il y en a des rouges, il y en a des noirs, selon leur composition, il y en a un peu toutes les couleurs, mais ceux-là, les ferromagnésiens classiques, ils sont rouges, ils sont cubiques et donc vous voyez, ça forme ces petits cristaux globulaires qui sont dispersés dans une pâte formée de quartz et de feldspath. Alors, cette roche anhydre formée de quartz, de feldspath et de grenat, c'est ce qu'on appelle une granulite. Et tu peux mettre le texte. Les granulites, c'est vraiment, comme vous l'avez expliqué Jacques Touré lors de ces 2 conférences, c'est ce qui forme toute la base de la croûte continentale. Voilà. Alors là, on est à haute température et haute pression. Et la composition des silicates est entièrement anhydre. Alors, avec les grenats, il y a souvent des pyroxènes qui sont aussi des minéraux anhydres. Alors là, tu peux mettre le texte. Là, c'est un zoom sur la même roche hein, pour mieux vous montrer ces grenats globulaires de teinte rouge sombre. Et les zones et la pâte feldspathtique claire. Et il y a quelques traînées noires, vous voyez, qui sont des pyroxènes, du diopside et des choses comme ça. Alors voilà, je vous rappelle le schéma de la croûte continentale que nous avait présenté Jacques Touré. C'est-à-dire que là dans les granulites, nous sommes dans la croûte inférieure, vous voyez, c'est marqué sur la gauche de la colonne, et nous sommes dans toute cette partie jaune qui est composée essentiellement de granulites anhydres. Alors, les migmatites se trouvent au milieu de la croûte continentale. Je vous rappelle que la croûte continentale, elle fait environ 40 km d'épaisseur. Hein. Donc là, les migmatites sont à 20 km de profondeur en moyenne. Et c'est à partir des migmatites que s'extravasent des liquides qui remontent pour se rassembler dans des chambres plus superficielles et former des plutons granitiques qui se mettent en place dans les schistes et les gneiss, vous voyez, de la croûte supérieure. Vous voyez, il y a marqué croûte supérieure à gauche de la colonne. Et j'ai encadré en bleu ce qui serait le massif de Haya, par exemple, dans son environnement de schiste. Et je n'ai pas indiqué le métamorphisme de contact, mais on pourrait mettre une petite auréole de coronéenne tout autour. Alors, vous voyez où se situent les granites de Haya par rapport à tout le reste de la croûte continentale et par rapport aux granulites qui sont bien plus profondes. Et vous voyez aussi qu'un pluton granitite comme celui de Haya, en fait, il s'enracine dans une zone de migmatite, c'est-à-dire de gneiss en pleine fusion partielle. Voilà. Alors, attends, tu peux revenir une seconde. Voilà. Je voulais vous montrer aussi que donc cette croûte continentale repose sur le manteau par l'intermédiaire du Moho et que
à partir du Moho, vous pouvez avoir des magmas de basalte qui remontent. Vous voyez ce grand trait rouge là, le basalte qui remonte directement jusqu'en surface pour former un volcan basaltique. Et je vous avais expliqué lundi comment des magmas basaltiques peuvent coïncider avec une chambre magmatique comme celle de Haya. Vous voyez le grand trait rouge là qui remonte jusqu'à la surface, il suffirait de le déplacer un peu vers la gauche et il tomberait en plein dans un réservoir granitique en train de cristalliser. Et c'est pourquoi des plutons granitiques comme celui de Haya sont des plutons à deux magmas avec cette espèce de structure en vinaigrette qu'on a décrite lundi dernier. Voilà, on passe. Suivante. Voilà, alors passons maintenant du côté de la croûte océanique. Qu'est-ce qui se passe? Suivante. Alors là, nous avons affaire à des roches essentiellement basiques, puisque comme nous l'avons vu, la croûte océanique, elle est formée de basalte et de gabbro. Sans oublier les sédiments marins océaniques qui se déposent par-dessus dans les océans. Alors, je vais vous parler d'abord de la croûte basique. Les gabbros, les basaltes, eh bien, quand ils commencent à être entraînés dans une zone de subduction, ils se transforment d'abord en schistes verts, ce qu'on appelle des schistes verts, c'est-à-dire des roches où là, on perd complètement la structure basaltique ou gabbroïque, la roche recristallise déjà complètement. On est à des températures encore modérées, 300-400 degrés, et là, ce sont des minéraux ferromagnésiens qui vont se développer hydratés comme des chlorites, des amphiboles surtout, aussi des épidotes et des choses comme ça. Tu peux compléter le texte, voilà. C'est le premier stade de transformation des roches basiques vers 300-400 degrés. Les minéraux typiques du faciès schiste vert sont la chlorite, l'épidote, l'actinote, qui est une amphibole ferromagnésienne. Et puis, comme feldspath, c'est surtout l'albite, le plagioclase sodique. Alors, ensuite, à plus grande profondeur et plus haute température, alors là, nous abordons des roches où là, on voit clairement les minéraux et où la roche est beaucoup plus dure, beaucoup plus recristallisée aussi, avec des plus gros cristaux. Et on voit des bandes alternées, des bandes claires riches en feldspath et des bandes sombres qui sont riches en amphiboles. Alors, tu peux mettre le texte. Là, c'est le faciès amphibolite et c'est donc une amphibolite. Une amphibolite est une ancienne roche basique, soit basalte, soit gabbro, qui a été entraînée à des profondeurs telles que les températures atteignent 500-600 degrés, avec des pressions de plus en plus fortes. Et les minéraux, là, typiques, ce sont des amphiboles plus costauds que l'actinote précédente, par exemple la hornblende, qui est une amphibole calcique et ferromagnésienne, et puis un plagioclase qui est plus calcique que l'albite, c'est-à-dire du Labrador, par exemple, un plagioclase proche du pôle calcique. Voilà ces amphibolites là qui sont vraiment typiques. Et puis alors, si nous continuons notre course vers les profondeurs des zones de subduction, eh bien là, nous abordons un faciès où les roches prennent une couleur bleutée tout à fait caractéristique, à la fois bleutée et puis jaunâtre. Pourquoi? Eh bien, parce que les amphiboles deviennent des amphiboles riches en sodium. Elles sont calciques, elles sont sodiques aussi. Et donc, c'est ce qu'on appelle, c'est des amphiboles qui ont une teinte bleutée. Et les feldspaths se transforment en épidotes jaunâtres. D'où l'alternance de ces couches jaunâtres et de ces couches bleu sombre, qui sont extrêmement spectaculaires. Par exemple, à l'île de Groix, en Bretagne, ces faciès sont bien connus. Et c'est ce qu'on appelle le faciès schiste bleu. Alors, il s'agit toujours de roches basiques au départ. Cette roche que vous voyez là, c'est au départ un basalte ou un gabbro. On ne peut pas savoir si c'était un basalte ou un gabbro parce que là, tout est recristallisé complètement. Mais si vous faites l'analyse chimique de cette roche, ça va vous donner une roche basique typique. Alors, ce faciès-là, en suivant une trajectoire haute pression, basse température, c'est le faciès qu'on appelle schiste bleu, riche en glaucophane.
ça c'est une amphibole sodique, et en épidote jaune. La pression a considérablement augmenté, mais pas tellement la température. Et donc ça, c'est le cas typique d'une croûte océanique engagée profondément dans une zone de subduction. Et quand je dis profondément, là, on est aux alentours de 50 km de profondeur. Alors ici, dans l'île de Groix, c'est une vieille suture antéhercynienne qui marque une ancienne zone de subduction fossile au début du Paléozoïque, à une époque où le bloc ibérique était collé à la Bretagne. Voilà. Alors, ici, nous avons encore une amphibolite, tu peux mettre le texte, c'est une amphibolite de l'île de Groix encore. Alors, on reconnaît encore des couches bleues sombres et des couches jaunes, donc amphibolite de faciès schiste bleu, mais en plus, là, on a des gros grenats, vous voyez, de nouveau, rouges sombres, qui sont dispersés là dans cette matrice à amphibole et épidote. Voilà des faciès très spectaculaires de l'île de Groix, qui sont vraiment les témoins d'un métamorphisme extrêmement sévère au point de vue de la pression surtout. Alors, que deviennent les sédiments qui étaient associés à la croûte océanique, les sédiments marins qui reposaient dessus? Ils sont entraînés, eux aussi, dans la zone de subduction. Eh bien, eux, ils deviennent des schistes, et ce sont des schistes avec une minéralogie particulière. Ils vont développer des micas blancs, vous voyez, la muscovite ici, avec son éclat blanc brillant. Et puis, les ferromagnésiens, ça va être des grenats, là encore, des grenats rouges et globulaires. Donc, un micaschiste à muscovite et grenat. De l'île de Groix, toujours. Donc, ça représente les sédiments pellitiques, essentiellement, qui accompagnaient, qui reposaient sur la croûte océanique au départ. Et voilà ce qu'ils deviennent à 50 km de profondeur. Et puis, finalement, alors là, je ne suis plus dans l'île de Groix, mais je suis dans des zones extrêmement profondes, des zones de subduction. Ça, c'est ce qu'on peut trouver en Galice, par exemple, dans une vieille zone de structure également. Ça, c'est ce qu'on appelle les éclogites, où il n'y a plus que deux minéraux en présence, le grenat rouge que vous voyez là, et puis un pyroxène verdâtre qui, en fait, accumule tous les ions que l'on trouvait dans les feldspaths, dans l'épidote, dans les pyroxènes qui existaient avant. Tout ceci se mélange dans une phase de haute pression qu'on appelle l'omphacite. Bon, c'est son nom, mais retenez que c'est un pyroxène vert qui s'associe au grenat rouge. Ça donne des très jolies roches avec un beau poli. Et c'est le faciès éclogique, terme ultime du métamorphisme subi par une croûte océanique engagée dans une zone de subduction au-delà de 50 km de profondeur. Cet échantillon, il pourrait être descendu jusqu'à 100 km de profondeur. Donc, omphacite et grenat rouge. Alors, je vous rappelle ce diagramme qu'on avait vu en cours. Là, je viens de vous faire suivre la série de haute pression et relativement basse température, vous voyez, qui va... bon, au départ, il y a des faciès que je n'ai pas cités, les faciès zéolites ou prénites pompéliites, mais ensuite, nous avons les schistes bleus et puis les faciès éclogites. Donc, vous voyez, ça, c'est une série dans laquelle la pression augmente rapidement, alors que la température, vous voyez, n'augmente pas tellement, puisque même dans les éclogites, on est encore à 500-600 degrés. Dans d'autres évolutions, on a des évolutions de haute température et de pression plus modérée. À ce moment-là, on passe des schistes verts à des amphibolites, ce que je vous ai montré sur les continents. Et puis, on aboutit aux granulites. Ça, c'est donc ce qui caractérise plutôt l'évolution continentale. Voilà, suivante. Et alors, voilà, je voulais vous montrer ce schéma qui résume un peu tout ce que je viens de vous dire pour l'évolution de la croûte océanique et de ses sédiments engagés dans une zone de subduction. Je pars tout à fait de la gauche, d'une croûte océanique, oui, tout à fait à gauche, qui a été créée à l'axe d'une dorsale
et puis qui se déplacent pendant des dizaines de millions d'années en position de plancher océanique, et puis qui s'approchent d'une zone de subduction, et puis qui s'engagent. Vous voyez la fosse, là d'abord, elle s'engage dans la fosse, et puis au fur et à mesure qu'elle descend, elle augmente de température et surtout de pression. Au passage, les sédiments en général sont raclés pour former ce qu'on appelle un prisme d'accrétion. Vous voyez tous ces sédiments en jaune pâle et orangé là, qui sont plus ou moins redressés à la verticale. C'est ce qu'on appelle le raclage des sédiments qui sont moins consolidés que la croûte basique et qui restent collés à la marge continentale et qui ne descendent pas. Il y en a quand même une partie qui descendent, vous voyez, et qui sont entraînés par la croûte basique, et c'est eux qui vont donner ces schistes à muscovite et grenat, etc. Alors là, vous avez la liste des faciès. Le faciès schiste vert d'abord, à des températures de 300-400 degrés. Puis on va passer au schiste bleu vers 500-600 degrés. Et puis, si on continue à descendre, on va passer au faciès éplogite. Et puis, on peut descendre comme ça jusqu'à 700 km. Et donc, vous voyez qu'on rejoint la zone de fusion partielle dans la plaque chevauchante, celle dont on a parlé lundi dernier, là où se fabriquent les basaltes et les granites dans la croûte, hein, de toutes ces cordillères qui se développent à l'aplomb des zones de subduction. Bon, ben voilà. Je crois que c'est terminé. Nous avons passé en revue rapidement un peu les roches métamorphiques, donc du côté continental et du côté océanique. Et bien entendu, j'ai simplifié les choses pour ne pas trop surcharger cet exposé. Merci beaucoup Thierry. Je vois que vous avez en plus tous les deux respecté le tempo. Ah non, vous l'avez dépassé de 2 minutes. Hein, on avait convenu 17 heures. Mais c'était au dépend d'une accélération quand même. Hein. Oui, c'est tout à fait acceptable. Donc, je vous propose qu'on prenne un petit temps d'échange si des questions sont à poser par l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous. On peut prendre quelques minutes pour échanger encore, il n'y a pas de problème. J'avais une question pour Thierry. Oui. Thierry, sur le dernier graphe que tu nous as montré là, où on voit la plaque océanique qui descend sous la croûte continentale. Si tu devais nous dessiner que tu nous parles de pression et tu nous parles de température, si tu devais nous dessiner par exemple une ligne d'isotempérature. Ah oui. Voilà. Ouais. Mais alors là, je ne sais pas comment faire parce qu'en plus, je n'ai pas le. Avec la flèche. C'est Gilbert qui passe. Gilbert va le faire. Tu me dis, je vais où et je descends où? Ah, écoute, c'est très simple. Hein. La plaque a un effet si tu veux, de refroidissement. C'est-à-dire, elle est beaucoup. C'est une plaque qui est froide, hein, qui est restée en position océanique. Et donc, les isothermes forment une espèce de V. C'est-à-dire, les isothermes descendent parallèlement à la plaque qui s'enfonce, et puis elle remonte en formant une espèce de V très serré. Okay. C'est dommage que je puisse. Ce que je voulais dire, Thierry, une façon plus simple de le dire, c'est que quand si on se met sur la gauche du diagramme, sous la croûte océanique, ou complètement à droite sous la croûte continentale, on a en général des isothermes qui sont horizontales. Oui, absolument. Plus on descend, plus la température augmente. En revanche, le fait que la plaque de subduction plonge, elle amène comme si on amenait un courant froid, quoi. Hein. On fait exactement un slab froid qui descend vers le bas. C'est ça qui donne le V dont nous parlait Thierry. Et c'est très intéressant d'avoir en tête la pression, elle est proportionnelle principalement, c'est le poids des roches. Donc, c'est plus on descend, plus on est en haute pression. Et on a cet effet thermique
qui est stable, disons, dans les continents ou dans les croûtes au large, et qui devient perturbé par l'enfoncement d'un corps Et c'est froid. pour ça que c'est une séquence qui est haute pression et basse température, Voilà. parce que les températures sont nettement plus basses que le manteau, ce qui règne dans le manteau environnant à droite et à gauche de la coupe. Simplement par effet de lame froide, étant donné que cette espèce de lame froide qui s'enfonce dans un manteau chaud, eh bien, elle va mettre beaucoup de temps par inertie à s'homogénéiser en température avec le manteau environnant. Et donc, c'est pour ça que les températures augmentent très lentement, alors que la pression augmente rapidement. Voilà. Donc, merci pour ta question, parce que ça me fait penser que je rajouterai ces isothermes la prochaine fois. Et ça ressemblerait à ça, Thierry, ou pas? À quoi? Non. Attends. Non. À l'origine, c'est horizontal et puis le froid qui descend. Non. Non, c'est pas ça. Non. Si tu te mets à la surface, Gilbert, ouais. À la surface, on a 12 degrés, qu'on soit sur la mer ou sur la terre, à peu près. Ouais. Si on fait un trou, par exemple, dans la croûte continentale ou dans la croûte océanique, sans perturbation d'une plaque qui s'enfonce, grossièrement, chaque 100 mètres, on a la température qui augmente de 30 degrés. Ouais. Donc, et comme donc, si on se met par exemple à, je sais pas moi, à 5 km dans le diagramme, du côté complètement à gauche, on aura l'isotherme qui sera horizontal. Ouais. Ensuite, quand on va s'approcher de la langue de subduction qui descend, comme c'est du froid qu'on amène, donc la courbe, par exemple, de température, elle va descendre grossièrement parallèlement à la, comment dire, à la croûte qui descend, et ensuite elle va remonter au-dessus pour aller rejoindre la courbe ISO sur la courbe continentale. Donc ça fait horizontal, descendre grossièrement parallèle le long de la plaque de subduction, traverser de la plaque de subduction et remonter pour retrouver une horizontale dans la croûte continentale. C'est ça, Thierry? Attendez, je suis en train de vous faire un dessin très rapidement. Je ne sais pas si vous le voyez là. Et là, on a l'écran de Gilbert, non? Non, mais je peux le faire. Tu me dis comme si je suis correct ou pas. Est-ce que vous voyez le V là? Non, vous voyez rien. Voilà, c'est ça. Vous le voyez? Oui, non, en mais jaune. moi, regarde, tu me dis si c'est juste, Thierry. On le voit en jaune sur Thierry, là. Très bien. Non, mais alors, tu vois, il faut que tu fasses le V, puis ça revient à l'horizontale, voilà. sous la poche chevauchante, là. Attends. Ici. Comme ça, non? Non, mais il faut rester dans le manteau. Toi, il faut... Ah oui. Alors, il faut rester dans le manteau. Donc, attends. Dessin un peu ton dessin, ça va être bon. Voilà. Je ne vois pas très bien ce que vous voyez. Il faut que je... Oui, ça serait quelque chose comme ça, mais beaucoup plus accentué, le V. Le V, au niveau de la plaque descendante, il est vraiment accentué, hein, parce que ça a vraiment un effet dépressif pour les températures. Le problème, c'est que je n'ai pas accès à mon truc d'image. Ouais. Alors, c'est pas mal quand même. Enfin, bon, ça serait plus haut et ça viendrait comme ça et comme ça et comme ça. Ah, mais vous voyez mon dessin là? Oui. Non. Vous voyez le rouge? C'est les isothermes. Hein? C'est vraiment, vous voyez, la lame froide, elle provoque une chute de température dans le manteau. Voilà. Et elle va mettre beaucoup de temps en descendant à s'homogénéiser en température avec le manteau encaissant. Ah oui, il y a une pointe de froid. Il y a une pointe de froid qui descend, oui. Voilà, c'est ça. Alors, exactement, oui. Voilà. Bonne question, Guy. C'est pour ça qu'on peut trouver des roches de forte pression et basse température. Et des températures très modérées. Voilà. Voilà.
Ok, est-ce qu'il y a une autre question? Une question ce matin, donc j'ai dit à Thierry on avait fait un petit tour avec Marie-Jo du côté de la Rune, au sud-est de la Rune. On a ramassé des morceaux de basalte. Et alors là, j'ai mon esprit qui s'agite, mais qui va me ralentir trop vite, je sens, parce qu'on a ramassé un ou deux petits morceaux qui ressemblaient à du schiste verdâtre. Et ça ne peut pas être quelque chose qui serait métamorphique par rapport au basalte et qui existe à la base. Ce n'est pas possible. Bah, les schistes, ils sont juste sous les grès. Hein, c'est le socle qu'il y a. C'est le socle hercynien qu'il y a sous les grès, permo-triasique. Mais nous, le schiste. Si tu trouves des schistes, c'est des schistes du socle hercynien, qui sont juste sous la couverture permo-triasique. Ça n'a rien à voir avec les basaltes, c'est du métamorphisme de roches sédimentaires. D'accord, Oui. voilà, c'est ça. Avec lui, Voilà, plus qu'on a vu avec toi à la Tchouria, par exemple. Oui, voilà, dans le chemin qui monte là. D'accord, Voilà. ok. Ok, bon. Thierry, tu nous as montré des photos de grenades de Bretagne. Et comment? L'île de Groix. De l'île de Groix, oui. Et je sais schistes. qu'autour de Perpignan, il y a beaucoup de bijoux de grenat là, dans les attributs des Catalans. Il y a souvent c'est fait avec des grenats. Est-ce que dans les Pyrénées, on a des faciès à grenat de haute pression? Oh oui, il y en a. Il y en a, mais je ne sais pas où, mais il y en a, oui. Oui, il doit y avoir quelques granules. Il y en a plein dans les morts. Ce n'est pas les Pyrénées, mais dans les morts, par exemple, moi j'ai ramené des échantillons, il y a plein de micaschistes à grenade dans les morts. Pas les morts. J'adore. MAUR. Ça peut être des micaschistes à grenat, oui, tout à fait. Ouais. Je vous montrerai lors d'une prochaine réunion du grenat qu'on a trouvé ici du côté de Cambo. Ah oui. Ils sont pas impressionnants, mais ce sont des petits grenats quand même. Ah oui. Bon. Très bien. Eh bien, écoutez, on va clôturer cette intervention en remerciant Gilbert et Thierry une nouvelle fois. Merci à tous. Et puis... On peut les applaudir. Bravo. Merci. Et puis, donc l'aventure ne s'arrête pas là, puisque la semaine prochaine, la commission géologie propose 2 rendez-vous de plus, hein, mardi après-midi et jeudi après-midi. Pareil, à 15h, première connexion pour un début de conférence à 15h30. Et là, on aura 2 nouveaux intervenants, mais que l'on connaît déjà, Pierre Moriot et Guy Aubertin, qui seront les animateurs la semaine prochaine. Voilà. Donc, bon week-end pour ceux qui ont la chance de faire le pont, comme moi, par exemple. Et puis, on se retrouve mardi après-midi. Ça marche. Bon week-end. Merci à tous. Bye bye. Conférencier. Merci. Merci à tout le monde. Merci à tous. Merci, bon week-end. Au revoir. Au revoir. Au revoir.